Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Nouvelle semaine, pas de MLS ce week-end puisque c'est la trêve internationale, la première de la saison dans la saison de MLS. Mais c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve parce qu'on a eu pas mal d'informations cette dernière semaine sur le futur calendrier, vous savez, qui va changer en 2027. On va pouvoir faire un petit point sur le début de saison et bien sûr revenir un peu sur les matchs qu'il y a eu le week-end dernier. Donc sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Comme je vous le disais, nouvel épisode où on a eu des infos la semaine dernière sur ce que va devenir, on va dire, la transition. Vous savez qu'en 2027, on va changer le calendrier des MLS, va se calquer sur l'Europe pour la saison 2027-2028. Donc, pour la saison 2027, ils ont appelé ça la saison sprint, voilà. Donc, ce sera une saison régulière avec 2 conférences. Donc, il y aura seulement 14 matchs de février à avril, suivi de playoffs comme d'habitude avec la MLS Cup qui donnera la fin de la saison tout simplement. Donc il y aura, comme je vous l'ai dit, 14 matchs, 7 matchs à domicile, 7 matchs à l'extérieur. À l'issue de la saison régulière, donc il y aura 16 équipes qualifiées pour les playoffs, donc comme actuellement. Et ensuite, vous aurez la MLS Cup et les playoffs qui amèneront à la MLS Cup et bien sûr les qualifications pour la CONCACAF Champions Cup qui aura lieu la saison suivante. Donc et ensuite on aura, comme vous l'aviez vu il y a quelques semaines quand je l'avais partagé, le calendrier calqué sur l'Europe de la saison qui partira directement. Donc on aura une mini saison de MLS en début d'année 2027. Ce qui est plutôt pas mal, ça veut dire que par contre les joueurs vont enchaîner vraiment une année complète, comme actuellement j'ai envie de vous dire. On va passer maintenant à ce qui s'est passé le week-end dernier et surtout ce que ça a donné. Donc on a eu une 5e journée avec beaucoup de buts encore une fois. On a eu une journée où il y a eu 3,5 buts en moyenne par match, c'est-à-dire 53 buts en 15 matchs. Toronto est allé s'imposer, s'est imposé à domicile contre Columbus. Philadelphie, 5 défaites en 5 matchs, 0 points. Défaite à domicile 2-1 contre Chicago. Nashville a éclaté Orlando comme prévu, 5-0 à domicile. Atlanta 0-0 contre DC. Charlotte a explosé les Red Bull New York 6-1 chez eux, mais bon, pas si étonnant. Match fou dans le derby du Texas où Dallas est venu à bout de Houston 4-3 dans les ultimes secondes grâce à, bien sûr, Petar Musa. SKC que je voyais accrocher Colorado s'est fait éclater 4-1. Voilà, bien joué Emilien. Et Saint-Louis a gagné 3-1 à domicile contre les Revs. Donc ça donne aussi le ton du niveau de Cincinnati la semaine dernière, hein. Austin 0-0 contre LAFC. Encore une fois, Austin nous a servi un super match de merde, il faut pas le cacher. LAFC reste solide, on va en parler après de tout ça. Vancouver s'est incliné 1-0 contre San Jose, je les ai trouvés très fatigués. Cincinnati s'en sort très bien et gagne 4-3 à domicile contre Montréal. Merci Donadel qui a clairement flingué le match à Montréal. Et je comprends pas là on est jeudi, donc je comprends pas qu'ils soient encore en poste, parce qu'en plus ces déclarations sont lunaires. Bref, Miami est venu à bout d'NYCFC 3-2 dans un super match. Minnesota, Seattle 0-0, mais c'était un très bon 0-0 à regarder si vous l'avez vu. Portland n'a pas fait mieux qu'un partout à domicile contre LA Galaxy, et San Diego cale et semble aussi fatigué. Ils ont fait 2-2 à domicile contre Salt Lake qui est l'équipe un peu surprise de ce début de saison. Point classement, donc à l'ouest, on a LAFC qui est premier avec 13 points et qui est une des équipes invaincues pour le moment. Vancouver est deuxième, San Jose est troisième, San Diego, Seattle quatrième, cinquième, et ensuite on a Salt Lake, Colorado, Dallas, Houston, et en fin de classement on a SKC, Portland
et Saint-Louis. Du côté de la conférence Est, on a Nashville en tête, qui a déjà 3 points d'avance sur Miami NYCFC qui suivent derrière avec 10 points. Charlotte quatrième. Chicago qui est cinquième. Mais alors cette équipe ne m'impressionne pas et a un Zinkernagel en difficulté sur ce début de saison. DC est sixième. Toronto septième, New York Red Bull huitième et Cincinnati neuvième, suivi d'Atlanta, des Ravs. Et puis bah, en fin de classement, on a Columbus et Philadelphie avec 0 points. À noter que Hugo Lloris est devenu le gardien, donc qui a le gardien, on va dire, invaincu, qui n'a pas pris de but le plus long depuis, de l'histoire de la MLS depuis le début sur un début de saison. C'est-à-dire que Lloris, ça fait 450 minutes qu'il n'a pas pris de but, donc 5 matchs. Et il a dépassé le record de Vancouver qui était à 427 minutes en 2012. Donc c'est une perf qui est assez incroyable et qui peut se poursuivre dans les prochaines journées parce que LAFC est quand même une équipe très solide, même si on va en parler, ça coince un peu plus au niveau de l'attaque. Du coup, ben, LAFC est invaincu, tout comme San Diego et Nashville en MLS. Donc on est passé de 6 à 3 équipes. L'équipe de la semaine, donc on a eu Daniel qui a sorti un match incroyable pour San José au but. Derrière, on a Porteus de LAFC, Luyan Zimmerman qui a fait un très très gros match. Pep Bill au milieu avec Aronson, Echenique, Christian Espinoza encore incroyable. Et devant, on a Farrington, Kuipers et Sam Surridge qui est joueur de la journée et également joueur du mois. Donc ils ont fait début de saison février-mars. Donc voilà, Sam Surridge qui est en train de casser tout cette saison. Il est à, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 7 buts en 5 matchs. Sam Surridge qui, bon, bah, après est entouré de top players. Quand vous avez Mukhtar, quand vous avez Espinoza autour de vous, normal que vous performiez. Donc Sam Surridge est le meilleur buteur de MLS. Donc après 5 journées avec 7 buts. Petar Musa est deuxième avec 6 buts. Joao Klaus et les Galaxies, c'est 5 buts. Nicolas Mercado Fernandez qui a encore été incroyable le week-end dernier avec un super coup franc. Est à 5 buts également, tout comme Brian White. Et ensuite, on a Guilherme. Alors, Guilherme avec Houston, c'est fort parce qu'il est quand même impliqué sur 7 buts en 4 matchs, puisqu'ils ont un match en retard. Et Ingvartsen, qu'on note pas assez à San Diego, qui est impliqué dans 6 buts en 5 matchs. Donc voilà un petit peu pour le classement des buteurs. On va faire un point maintenant sur ce qui a été plutôt bon, moins bon la semaine dernière. Enfin, vous savez, comme d'habitude, c'est mon avis. Et vous pouvez également avoir le vôtre. Il n'y a pas de souci. Donc, ce que j'ai plutôt bien aimé. Alors, c'est à Columbus, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui va nous sortir? C'est Wessam Abou Ali, que je trouve quand même très intéressant. C'est un attaquant qui est complet, mais il met un super but de la tête. Après, son équipe derrière, bon, bah, ça suit pas du tout. On voit que Rydstrom, ça prend pas. Ça prend pas. On est sur une équipe qui est en grande difficulté, qui, dans le jeu m'inquiète. Déjà, quand tu mets un joueur comme Diego Rossi, ailier droit sur le papier, bon après il est beaucoup rentré dans l'axe, mais Diego Rossi c'est clairement l'ombre de lui-même. C'est pas le joueur fantastique, c'est pas le joueur qui délivre des passes clés. On a un Zavadski qui avait été mis en défense centrale à la place de Camacho. Alors je veux bien que Camacho se soit fait humilier il y a 2 semaines par Espinoza, mais Zavadski, Sean Zavadski, c'est du gâchis en défense centrale. C'est un milieu qui est au four et au moulin, qui court partout. Moi je suis désolé, mais Rydstrom, mais les joueurs déjà à leur bonne poste, à leur bonne place, pardon. Voilà, même Arfsten, c'est un peu frustré, ça se voit, il s'agace. Donc je sais pas, Columbus est actuellement avant-dernier de la conférence avec 2 points. Je sais pas jusqu'où ils vont tempérer, hein, parce que bon, je sais pas, je dis ça, hein, mais Wilfried Nancy est libre. Est-ce qu'un retour serait possible? J'en sais rien, j'ai pas d'infos, mais en tout cas, voilà, Rydstrom, je donne pas cher de sa peau si Columbus ne rectifie pas après la trêve. Je l'ai dit, donc équipe de la semaine pour Walker Zimmerman. Vous savez que j'ai jamais été forcément un grand fan de ce joueur, mais en tout cas, il a fait un très très gros match la semaine dernière et il est vraiment important pour cette équipe de Toronto qui avait besoin défensivement cette saison d'avoir des repères et Walker Zimmerman le fait parfaitement bien. Ensuite, ce qui a été beau, bah, c'est Christian Espinoza, Sam Surridge. Franchement, Mukhtar est en train de se faire éclipser. C'est, c'est un peu fou de se dire ça, mais Christian Espinoza est en train de prendre la mesure.
il est fantastique. Mouktar a été impliqué bon, sur 2 buts en 5 matchs en MLS. Christian Espinoza, c'est déjà 4 buts où il est impliqué en 5 matchs. Bon, on sait quand même que c'est un des joueurs enfin, c'est même le joueur qui délivrait le plus de passes clés sur les 2 dernières saisons. Mais, heu, mais en tout cas, voilà, Nashville, comme je l'ai tweeté, c'est une équipe qui pour moi est tellement bien composée. Ils ont un super gardien, je vois que qui remplace Willis, c'est parfait. Ils ont 2 bûches en def centrale, deux latéraux très complets, un milieu de terrain de travailleurs qui ne rechignent pas à faire les efforts et combler justement Espinoza, Mouktar, Seric devant. C'est du caviar, voilà. Donc cette équipe de Nashville, pour moi, peut aller très très loin. À voir si la CONCACAF Champions Cup ne lui fait pas du mal, mais en tout cas en MLS, je sais pas quelle équipe peut venir à bout de Nashville. Oui, il y aura Miami qui sera là sur la saison régulière, puisque ça va se réguler avec la fin de la CONCACAF Champions Cup, vu qu'ils sont éliminés. Mais Nashville, très très grosse impression sur ce début de saison. Ensuite, je voulais parler d'Atlanta. Alors, Atlanta est en train, moi je dis de monter en puissance en termes de jeu, de tenue du ballon, c'est intéressant. Le seul problème, c'est que ça bégaye dans les 30 derniers mètres. Almiron nous a refait un match après un super match, il est retombé dans ses travers à vouloir tout faire. Après, on relativise, hein, parce que cette équipe de DC, c'est quand même une équipe ou comme j'aime le dire, et qui est une équipe épine dans le pied. C'est une équipe, ils sont chiants à jouer. Ils sont capables de te mettre un but sur une banderie avec Baribo. C'est une équipe, faut tout le temps être sur le qui-vive, très bon sur coup de pied arrêté. Enfin, d'ici, c'est une équipe qui va embêter beaucoup d'équipes cette saison. Donc, quand je vois la forme de ces dernières saisons d'Atlanta et ce que DC propose sur ce début de saison, bon, le nul était pas immérité, hein. Franchement, on n'a pas eu un énorme match de foot super sympa avec des buts dans tous les sens, mais on a eu deux équipes cohérentes. Et je pense qu'Atlanta, la trêve va faire du bien parce qu'ils vont pouvoir continuer à monter en puissance, je l'espère. Et en tout cas, il y a des joueurs qui confirment. Le petit Cooper Sanchez, Gregersen a encore été très très solide. Emmanuel Latelas a encore un match compliqué face à Kyle Rolles derrière, des défenseurs rugueux où il a tenu. Donc voilà, je vois des bons signaux pour cette équipe de DC et cette équipe d'Atlanta. Charlotte qui a clairement éclaté les Red Bull New York. J'avais dit la semaine dernière que je pensais que Charlotte allait gagner du fait de leur expérience et du manque d'expérience de cette équipe des Red Bull New York. Alors leur mettre 6-1, je pensais pas que ça irait jusque-là. En tout cas, voilà, Charlotte et Pep Bill sont au rendez-vous. Wilfried Zaha, il est en train de petit à petit monter en puissance. Le seul problème, c'est qu'il passe son temps à râler et c'est très très pénible, hein. Il se rend détestable, ce joueur. À râler, pester contre les arbitres et les adversaires, mais je pense qu'il a besoin de ça. C'est le genre de joueur, il a besoin de ça. Bon, il a été décisif, mais en tout cas, c'est Pep Bill qui marque encore un coup franc et qui est vraiment au rendez-vous. Je pense que le fait qu'il l'ait signé définitivement, Charlotte, ça l'a libéré. Et puis, on a bien sûr Kalinja qui est super fort encore. Et même s'il vient de faire une erreur qui coûte le clean sheet, voilà, juste avant son match impeccable, bon, il se trouve sur une sortie, ça fait but, je crois qu'il y avait 5-0, donc on va lui épargner avec tout ce qu'il a fait très bien depuis le début de saison et depuis ces dernières saisons. Et je voulais noter Arito Follow, le latéral, qui fait un bon début de saison, 2 passes D sur les 3 derniers matchs. Franchement, quand il n'est pas blessé, c'est vraiment un joueur qui apporte un plus à cette équipe de Charlotte. On va passer au derby du Texas, de fou. Franchement, je me suis régalé. 2-0, 2-3, 4-3 pour Dallas. Houston, Guilherme, ils leur ont fait mal. Et Petar Musa, il était sur le banc. Je sais pas exactement pourquoi. Mais il est rentré taille patron et à la 86e, il met le but de la victoire. Franchement, un super match. Et je noterai le petit Farrington devant, qui est impliqué dans 3 des 4 buts de Dallas. Déjà l'année dernière, c'était intéressant. Et cette saison, Farrington, l'attaquant donc de Dallas, est très très intéressant. J'aime beaucoup, hein. Là, il fait très très bien la paire avec Petar Musa. Il est impliqué déjà sur 4 buts en 5 matchs, donc intéressant. On va passer au match de Saint-Louis. Saint-Louis, et ça va m'amener à un autre point. Saint-Louis donc, qui a battu les Ravs, mais qui nous a offert le but de la semaine avec Marcel Hartel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, interception à une 30-35 mètres du but. Et sur l'interception, la balle monte en l'air, il enchaîne une volée magnifique. On a eu des sacrés buts quand même le week-end dernier, hein. On a eu ce but-là qui était fou. On a eu le but d'Espinoza, alors allez le voir, parce que il est
franchement, s'il y a pas Artel qui sort un ovni, celui d'Espinoza, c'est un ovni également, hein. La frappe angle fermé, premier poteau dans l'équerre. Oh là 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 là, le but de fou, hein. Et puis bah on a eu Boleroux aussi qui nous a mis un but de fou avec San José pour donner la victoire. Non, 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 franchement, on a eu des buts incroyables en MLS ce week-end. Je voulais parler de Colorado. Alors Colorado, comme je vous avais dit, je voyais bien SKC les embêter parce qu'ils ont du mal à se déplacer. Bon, bah ils leur ont mis 4-1 et Colorado est une équipe qui aujourd'hui est septième dans la zone playoff. Et mine de rien, on a un Paxton Aronson. Vous saviez, j'avais beaucoup de doutes sur Paxton. Je me disais, bon, est-ce qu'il a la carrure? C'est pas le joueur où on attend forcément 10 buts, 10 passes D comme un George Mihailovic, et il venait pour le remplacer. Et bah écoutez, il me surprend parce qu'il fait vraiment des super matchs, le petit Paxton, impliqué dans 3 buts en 5 matchs. Il est sur une belle tendance, il est dépositaire du jeu même en jouant un petit peu plus bas. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis bah devant on a le magicien Rafael Navarro. Rafael Navarro qui est impliqué sur encore des buts le week-end dernier, 2 buts, il est impliqué dans 5 buts en 5 matchs. Vraiment un super attaquant et je ne serais pas étonné quand cet été il a encore des offres de clubs brésiliens qui viennent à la charge. On a Lloris, je voulais vous en parler, hein, LAFC, donc, qui est dans le dur, hein, mine de rien, dans le jeu, qui est fatigué. Mais Hugo Lloris, c'est 5 clean sheets de suite, 450 minutes, record en MLS dans l'histoire de la MLS. LAFC, mine de rien, c'est une équipe qui. Alors, ils produisent pas un jeu fou, mais ils sont premiers de leur conférence. Oui, Banga n'est pas décisif depuis quelques temps. Oui, Son également. Mais ouais, ils font le boulot. On est en début de saison. Ils ont enchaîné, si je dis pas de bêtises, 8 matchs en un mois et demi. Enfin, quand vous n'êtes pas prêt physiquement, faut vous les taper avec des déplacements de fou. Non, franchement, ce que fait LAFC, c'est très solide, avec un roster très réduit, hein. Ça, faut le noter, hein. Ils ont quand même un roster qui est très réduit. Ils jouent avec Segura latéral gauche. Dites-vous quand même. Segura, c'est un défenseur central. Porteus fait beaucoup de bien. C'est une super recrue qu'ils ont là. Aaron Long devrait pas tarder à revenir de ce qu'il avait mis sur ses réseaux. Je pense qu'après la trêve, on devrait le récupérer à LAFC. Donc c'est intéressant. Delgado. On a eu Eustachio qui a été blessé. Bon, après, ce que je comprends pas, c'est quand des fois je vois Tillman ailier. Ça permute beaucoup dans cette équipe. Alors que bon, t'as quand même Banga, Son, Martinez très solide devant. Mais bon, je suis pas inquiet pour LAFC. Ça va vite se rectifier. Et j'étais sceptique sur le coach Dos Santos, voilà, je connaissais pas forcément, donc je me disais, bah, c'est pas un coach de renom sur un club quand même top club de MLS. Et bah bravo à lui parce que ce qu'il est en train de tirer de cette équipe, c'est très intéressant. Et je sais pas si vous savez, et vous voyez un peu, le gars parle, je crois, 3 ou 4 langues. Il parle français, il parle anglais, il parle espagnol. Donc vraiment dans la communication avec ses joueurs, je pense que ça fait gagner du temps et c'est très intéressant. Je voulais parler aussi de Chicago. Comme je vous disais, Chicago, sans Zinkernagel très brillant, ils s'en sortent avec Jonathan Bamba qui est enfin décisif, qui donne la victoire. Mais il y a un joueur que je veux souligner, j'avais parié dessus sur le fantasy, sur Sorar, c'est Mbokazi derrière, parce qu'au-delà de Sorar, vous le regardez irréel, c'est une bûche, il est monstrueux, capable aussi de casser des lignes. Je comprends maintenant pourquoi son club sud-africain était dégoûté qu'il parte, hein, parce que c'est vraiment un joueur très très fiable en défense, très solide, qui tient la baraque et qui fait beaucoup de bien à cette équipe de Chicago. Et puis bah, bien sûr, vous avez Kuipers devant, Kuipers qui empile les buts et qui, comme la saison passée, bah, est bien parti puisque bah, il a loupé un match, mais il est sur 4 buts en 4 matchs. L'année dernière, il a joué 36 matchs, 19 buts, donc bon, il est sur une bonne traîne pour refaire une année avec 20 buts. On va passer à Miami. Miami qui a démarré le match avec un seul DP puisque Bertho Grandpied, German Berterame était sur le banc. Mascherano nous a dit que c'était un choix tactique parce qu'il voulait jouer avec des ailiers pour mettre un peu le feu sur cette équipe d'NYCFC par rapport à ce qu'il avait vu à la vidéo. Donc il était sur le banc. Rodrigo De Paul, bah, et lui, il était à l'anniversaire de sa femme en Argentine, alors qu'on nous a dit qu'il avait une contusion, donc un petit passe droit. Et donc il n'y avait que Messi.
Et Messi, bon, bah, a réussi à sortir l'épine du pied de cette équipe de Miami qui a été menée 2 fois au score, mais qui s'impose 3-2 avec un coup franc dévié de Messi qui n'était pas cadré, qui rentre dans le cadre. Bon, après, ouais, Matt Freeze peut faire un peu mieux, mais à vitesse réelle, c'est dévié. Donc, bon, bah, le monde entier et les Français ne s'en sont pas privés pour se moquer de la MLS, des gardiens nuls. Bon, on parle juste de Matt Freeze, qui est un des meilleurs gardiens sur ces dernières saisons, mais faut même pas le dire en commentaire parce que sinon on va vous dire ah bah ouais, bah c'est que les gardiens de MLS c'est de la merde. Donc bref. Voilà, cette équipe de Miami qui a bien réagi suite à l'élimination face à Nashville en CONCACAF. On a eu une équipe qui allait chercher son résultat. En tout cas, c'était un super match à regarder. Vraiment, en même temps que le Cincinnati-Montréal, qui était également fou. C'était vraiment plutôt sympa cette journée du dimanche. Je voulais parler de Velde avec Portland qui a enfin lancé sa saison depuis 2 matchs. Mais le carton rouge de Miller, Kamal Miller, vous savez que je suis vraiment pas fan de ce défenseur qui pour moi a un tracteur au derrière et qui avance à 2 à l'heure. Une faute horrible qui mérite son carton rouge. Euh, et Portland, comme d'habitude, qui est un peu flingué par sa défense. C'est quand même une équipe Portland qui sort très très peu de clean sheet et qui est tout le temps obligé de devoir mettre bah, au moins 2 buts par match pour gagner. Enfin, depuis le début de saison, ils n'ont pas sorti un clean sheet. Ils ont pris au moins 2 buts dans 4 de leurs 5 premiers matchs de MLS. Enfin, comment tu veux pouvoir gagner un match quand tu prends au moins 2 buts par match? Enfin, c'est compliqué. Euh, Ils l'ont fait contre Columbus au tout premier match. Mais depuis, bah, c'est 3 défaites, un nul. Et bah, Phil Neville, la question c'est quand est-ce qu'il se fera virer? Parce qu'à un moment, le filou, bah justement, il doit être filou parce qu'il doit bien s'entendre avec les propriétaires parce qu'on l'a vu à Miami, ça a été la pire période de Miami. Et à Portland, bah, c'est quand même très très compliqué pour Phil Neville, mais qui semble intouchable pour le moment en tout cas. Au niveau des flops, bah, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, Columbus, c'est compliqué. Je dirais même c'est un peu un enfer à regarder cette équipe à des moments parce qu'il se passe pas grand-chose. Donc voilà, bah, je voulais y revenir parce que je me l'ai noté, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Une autre équipe où c'est horrible et compliqué de les voir dans cet état parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est Philadelphie, 0,5 match. On parle quand même du Supporter Shield Winner 2025, hein, l'équipe qui a gagné la saison régulière de MLS, qui a perdu, bon bah vous le savez tous, Glesnes, Wagner, Baribo, qui a pas McGlynn, mais comment, bah si McGlynn est parti, McGlynn, et qui a Sullivan, comment, pas Cavan, mais son frangin, j'ai mangé son nom, bref, un des frères Sullivan qui est blessé et qui devrait revenir bah, de ses croisés, j'espère le plus vite possible, en tout cas pour cette équipe, parce que ça leur manque beaucoup et les nouveaux ça prend pas du tout. Je vois également un coach Bradley Carnell qui commence à donner des signaux très mauvais en disant que ça leur fait mal à la tête la semaine dernière et qu'encore une fois il dit bah ça fait mal. Bon, espérons que la trêve permette à Philadelphie de se relever et de renchaîner mieux sur cette suite de début de saison parce qu'on a joué que 5 matchs mais 0 victoire en ayant reçu je crois 3 fois. Ça fait quand même un trou dans la caisse quoi. Orlando voilà, catastrophique. Catastrophique Orlando, je suis désolé. Bon bah on va en parler après. Antoine Griezmann va aller là-bas, mais pour le moment c'est une équipe qui, bon, offensivement ça peut être intéressant. Il y a des petits prospects sympas, mais défensivement c'est très très compliqué cette équipe. Max Crépeau, le pauvre, il est parti d'une équipe où il encaissait but sur but pour aller à une équipe qui encaisse bah, encore but sur but, donc compliqué. Et, euh, et du coup, bah, c'est quelque chose qui peut nous amener à Montréal, hein. On va en parler après de Montréal, mais bah, Montréal a clairement laissé passer des points, quoi. Orlando, Cincinnati, c'est des matchs où Montréal devait faire, je suis désolé, au moins 4 sur 6 points. Et Montréal s'est retrouvé à faire 0 sur 6. Bon, on va en parler après. Bah écoutez, ensuite, il y a les Red Bull New York, comme je vous ai dit, leur jeunesse qui leur a fait du mal. Justin Che leur a manqué derrière, je pense aussi, parce que c'est le premier match où il est absent et ça se ressent vraiment. Quand même un défenseur très, très rugueux, très solide et qui a fait
qui a fait un bon début de saison et là ça s'est senti. Donc pas d'infos sur le temps d'arrêt, enfin son temps d'indisponibilité, mais une déchirure peut-être, ça peut prendre 4 à 6 semaines, donc à suivre dans les semaines à venir ce qu'on va nous dire. Concernant Justin Che, je voulais parler de Vancouver, donc troisième défaite en 4 matchs, grosse rotation, défaite sur un banger de Bollerud comme je vous l'ai dit. La trêve va quand même faire du bien à pas mal de joueurs, on voit que Thomas Müller est rentré en Allemagne pour souffler. Ouais, je pense que les joueurs sont un peu épuisés, je vous disais que la fatigue ne les touchait pas la semaine dernière, mais là, on l'a senti sur ce match-là. C'était leur quatrième match en 10 jours, je crois, donc ça va leur faire du bien de couper un petit peu. Bon, bah après, je me suis noté, je vous en ai parlé, Almiron toujours irrégulier, Hoyos. Hoyos, je serais pas étonné que Ibert vienne le titiller un petit moment, hein, parce que franchement, le copain, sortie aérienne, je vous l'ai déjà dit, c'est catastrophique. Mais c'est très très inquiétant, surtout sur un gardien de cette expérience et de ce niveau. Franchement, c'est un peu comme la fin de Brad Guzan. À chaque fois qu'il y a le ballon qui arrive proche ou il y a une frappe qu'elle a envoyée, je me dis à tout moment il relâche le ballon et il y a but quoi. Donc voilà. Ibert a gardé dans un coin de la tête parce qu'il avait fait une belle fin de saison dernière et peut-être qu'il pourrait prendre la place d'Oyos. Et voilà, on arrive à Cincinnati-Montréal. Donc Cincinnati, je peux pas les mettre dans le positif. Alors oui, ils s'en sortent via leur état d'esprit, parce qu'ils étaient à 10 contre 11. Evander fait une première mi-temps exécrable, ils prennent un but où il perd le ballon, il marche derrière. Mais en fait, c'est un joueur qui est au-dessus de la MLS, donc après il s'est réveillé un quart d'heure en deuxième mi-temps. Il a vu qu'il y avait un petit truc à faire, il a permis à l'équipe de revenir au score, et puis à la fin il a réaccéléré un coup et l'équipe a gagné. Donc le problème, c'est que pour moi, Evander s'est perdu dans quelques combats sur les réseaux sociaux en début de saison à vouloir contredire les journalistes, au lieu de se mettre à jouer tout de suite comme il l'a fait par bribes sur le match de Montréal, parce que dès qu'il joue, bah, il est trop fort. Denki marque le but de la victoire, mais son match, on souffle. Après, il met un but d'attaquant, hein, c'est ce qu'on lui demande, hein, le but, le ballon qui passe devant la défense, un peu hasardeux, pof, il est là, il la pousse au fond, c'est ce qu'on lui demande. Mais dans le jeu, c'est dramatique, hein. Il apporte rien, le pauvre, hein. Franchement, techniquement, c'est laborieux. Tout comme je vous disais avec le milieu de terrain, Nouveau Bodo, encore une fois. Nouveau Bodo, je sais pas comment il fait pour terminer le match. Et il a un abonnement de toute façon au carton jaune, ce joueur, mais faire autant de fautes et être autant approximatif dans ses interventions. Parce qu'en fait, des fois, il veut intervenir, mais il peut défoncer les joueurs, hein, Nouveau Bodo, hein. C'est un boiseur, moi, comme je l'aime les appeler, hein. Nouveau Bodo, c'est important de l'avoir dans son équipe, mais en fait, le gars est suspendu un match sur trois. Enfin voilà, tu vois, c'est le genre de joueur. Quand tu l'as pas, tu pleures parce qu'il n'y a pas les mecs qui font les efforts, mais quand tu l'as, tu te dis, oh, fais chier, il a encore pris un jaune. À la compta, je pense qu'ils ont un abonnement Nouveau Bodo à la saison, quoi. Mais voilà. Donc, Cincinnati, c'est encore compliqué, c'est poussif. Je pense que cette victoire va les réveiller. Mais à l'inverse, Montréal, je suis désolé, mais bah, ouais, comme je l'ai dit, tu dois faire 4 sur 6 sur les derniers matchs. Donc, à un moment, t'encaisses 14 buts en 3 matchs. Non, je dis des bêtises, c'est Cincinnati qui a encaissé 14. Tu joues une équipe qui a encaissé 14 buts en 3 matchs. Mais, putain, mais en fait, c'est une équipe que tu dois battre. T'es à 11 contre 10. Et une fois de plus, t'es à 11 contre 10 et c'est ton coach qui te flingue le match. C'est Donadel qui fait des changements de chi-culotte. Il s'est fait un caca-culotte, Donadel. Le gars, à la 57e, tu sors ton meilleur joueur, Ivan Raimé. Me parle pas de clause, me parle pas de quoi que ce soit. Et Ivan Raimé a pété un câble. Tu sors Ivan Raimé, tu sors Prince Owuzu, tu sors l'Oturi, tu le laisses jusqu'à la 90e, même la 99e minute, il est pourri, il est nul, l'Oturi. C'est un joueur en France, il joue en National 2, et même en National 2, je vois des matchs tous les week-ends de National 2, il y a des joueurs de National 2, ils sont meilleurs que lui. Et Samuel Piette quand il rentre, mais c'est quoi cette entrée? Cette entrée où il loupe ses trois premières passes, il les envoie en touche, enfin... Non, alors oui, Vincent Détouche nous a dit Montréal va signer certainement un milieu de terrain avant la fin du mercato. J'enregistre, il est 18h, on est le 26, le mercato il ferme aujourd'hui. On va voir, mais enfin,
C'est dramatique cette équipe de Montréal parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il y a toujours un connard, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il y a toujours un connard pour flinguer cette équipe. Un coup le connard c'est la défense, un coup le connard c'est Donadel, un coup c'est Lotouri, un coup... Enfin voilà, c'est Donadel après en conférence qui dit ah bah non non on perd pas là-dessus, oui je suis l'homme de la situation, mais ta gueule dégage, virez-le, mais portez vos couilles les propriétaires. C'est pas parce qu'il est italien qu'il faut le garder. C'est une brêle. Ce coach, il ne voit rien. Il voit le football à l'envers. C'est un pétochard. Il y a rien à en tirer. Enfin, je sais pas, mais ce club va dans le mur. Ce club, j'ai hâte de voir le premier match dans maintenant 3 semaines contre Philadelphie. L'ambiance qu'il va y avoir au stade, est-ce que déjà ça va être complet? Le FC Supra, ils ont vendu quasiment tous leurs billets alors que c'est 5000 places. Oui, il y en a 3 fois moins qu'au Saputo, mais j'ose pas imaginer l'accueil, hein. Parce que Montréal, on parle d'une équipe qui aujourd'hui ne doit pas être qu'à 3 points en 5 matchs. C'est une équipe aujourd'hui, comme je l'avais dit il y a quelques semaines, qui doit être au moins à 6 points. Ouais, tu dois être au moins à 6 points. Et dans les matchs que tu as vus, tu as une équipe de Montréal qui doit être au minimum à 7 points sur les 5 premiers matchs. C'est pas une équipe qui a des mauvais joueurs. Alors au milieu de terrain, si, enfin Longstaff, c'est pas un mauvais joueur. Moi, je le dis depuis le début. C'est un joueur, il peut pas être au four au moulin. Il joue avec un joueur qui a les pieds pourris à côté de lui, Lotouri. Il peut pas faire beaucoup plus. Lotouri, Vincent Détouche, j'ai eu la même réflexion de lui à un moment pendant qu'il commentait. Il a dit. Mais qu'est-ce qu'il fait Lotouri? Il court à côté des vendeurs au lieu de défendre. Alors soit le gars il a peur de prendre un petit pont, mais à un moment prends-le le petit pont, mais va défendre. Arrête de regarder les vendeurs. Franchement, non, non, c'est... Bref, je vais arrêter sur Montréal parce que c'est quand même très très compliqué de parler d'une équipe qui est pas structurée. Enfin, il y a un coach qui est catastrophique, qui fait des choix catastrophiques. Il y a une direction qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne met pas les moyens. Bah après, ouais, ouais, tu m'étonnes que les joueurs sur le terrain, bah tout se retranscrit. Bah tous les signaux que tu envoies en fait sur la head direction, et bah tu le vois en bas. C'est approximatif, c'est ça. C'est approximatif ce club. C'est dommage parce qu'il y a vraiment mieux à faire dans cette équipe. Bon, après, en termes de composition, c'était quand même mieux. Juste, j'aurais peut-être mis Thoralson à la place de Sinchuk. Parce que Sinchuk, il a des qualités, mais pour moi, il n'est pas encore prêt à enchaîner les matchs et ça a été compliqué. Mais voilà, en tout cas, sur l'heure de jeu qu'on a vu de Montréal, une fois de plus, c'est très cohérent. Et après, bah, tu sors tes cadres quand tu es à 11 contre 10 parce que tu veux tenir le résultat, parce que tu te fais caca culotte, et bah tu le payes. Voilà, j'ai envie de dire, c'est moche, hein, mais j'ai envie de dire, bien fait Donadel. Voilà. Je voulais noter un petit truc aussi que j'ai oublié de dire. Après mon petit coup de gueule, j'ai un autre coup de gueule, c'est la VAR qui a pas fonctionné sur la sortie de Sinclair, ballon à la main contre NYCFC. C'est une mode chez les gardiens canadiens parce qu'on sait que Maxime Crépeau a été suspendu pour ça. Là, par contre, excusez-moi, je me suis pris un peu la foudre par certains suceurs de Miami, comme j'aime le dire. Euh, Pourquoi ça fonctionne pas quand c'est Miami? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Non, mais c'est une vraie question. On le voit, la VAR, les mecs, ils faisaient quoi? Ils dormaient à la VAR. Tu le vois que Sinclair, il sort avec la balle à la main de la surface de réparation. C'est carton rouge et c'est plus le même match. Enfin, voilà, bref, une fois de plus, c'est dommage parce qu'en fait, c'est tout le temps avec Miami. Donc, Miami, on a envie de les aimer. Moi, il y a des gens qui me disent, ouais, tu détestes Messi, mais je ne déteste pas Messi. C'est que Miami se rend détestable et toutes les autorités, les arbitres rendent Miami détestable. C'est une décision. Tu dois mettre le rouge, tu dois le voir à la VAR, va mettre le rouge à Sinclair. On se dit, ok, Miami est traité de la même façon, mais là, encore une fois, je suis désolé, on est obligé de réouvrir le livre et de dire, ah bah, une fois de plus, l'arbitrage, il a fait l'aveugle. Bah ouais. On n'a pas vu, alors qu'il y a 2 semaines, on l'a vu sur Crépeau. Bon, voilà. Écoutez, on va dire que je déteste Messi. Non, je le répète, je ne déteste pas le meilleur joueur de l'histoire de ce jeu. Voilà. Ensuite, je voulais dire également, il y a un gros problème avec Apple TV, je sais pas, mais c'est la production, c'est catastrophique. Euh, je sais pas pour vous, mais moi, il m'envoie des ralentis en pleine action et des fois au milieu du ralenti, il coupe et puis il y a un but. Ah, la production, c'est mauvais et c'est de pire en pire, hein. Franchement, ils nous calent des ralentis, mais en pleine action et tout, c'est horrible. Franchement, très très compliqué. Donc voilà, je voulais terminer un peu là-dessus. Et puis si
signaler San Diego. La trêve, comme je disais, va leur faire du bien. On a eu une belle performance de San Diego puisqu'ils ont pris 3 cartons rouges en 4 matchs et McVie a pris 2 rouges en 2 matchs. Donc voilà un peu la performance de la semaine à noter pour Christopher McVie qui a pris 2 cartons rouges en CONCACAF et en MLS. Donc voilà un peu pour le bilan de la semaine dernière. Ouais, j'ai un peu crié, un peu dit des gros mots, donc je m'excuse auprès des auditeurs un peu fragiles, mais je suis dans mon podcast et je peux dire ce que je veux. Non, voilà. Non, bref. Voilà, Montréal, je suis un peu agacé, comme vous le savez, parce que c'est un club qui mérite mieux et qui aujourd'hui a de quoi faire beaucoup mieux. Bon, on va passer aux actus de la semaine. Je vous avoue qu'il n'y a pas eu grand-chose avec cette trêve. Mais bon, vous le savez, la grosse information, c'est la signature d'Antoine Griezmann qui rejoint Orlando. Donc contrat à partir de juillet 2026 jusqu'à la fin de la saison 2027-2028 et une option pour 2028-2029. Bien sûr, DP. Et je crois, j'ai vu du 10,4 millions de dollars ou d'euros par an. Donc il va être bien loti, mais ce ne sera pas le joueur le mieux payé de MLS. Il y a une autre rumeur qui est sortie, c'est Casemiro, comme quoi Miami et le LA Galaxy sont tous les deux intéressés pour le signer cet été, vu qu'il va être libre après la fin de son contrat à Manchester United. Franchement, si on a le Casemiro de ces dernières semaines, c'est très intéressant. Si on a suivi de la saison dernière, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je trouve il est à un bon niveau en ce moment actuellement. Donc ça peut être très intéressant. Pour le Galaxy, tout comme pour Miami. On a eu une info également de Tom Bogert qui a démenti les négociations actives qu'il y aurait entre San Diego et Mo Salah. Bien sûr, Mo Salah, vous le savez, qui va partir de Liverpool, mais il y a un vrai intérêt, hein. Don Garber, le commissaire de la MLS, a dit que clairement, il fera en sorte qu'il serait dans les discussions pour le signer. À noter, du côté de New England, donc Cleo Campagna va être absent 5 semaines suite à une blessure musculaire. Du côté de San Jose, Dorwan Jones s'est fait opérer du tendon d'Achille, donc fin de saison bien sûr. Et je pense qu'on ne le verra pas d'ici une bonne année. Bruce Arena nous a dit que Timo Werner n'avait pas débuté le match la semaine dernière parce qu'il avait des douleurs au dos. Du côté de Montréal, hier à l'entraînement, donc Herbert c'était encore à l'écart du groupe. Longstaff et Vera étaient en récupération. Sunusi était absent pour apparemment une blessure au dos. Et comme je vous le disais, les bruits courent comme quoi Montréal devrait signer aujourd'hui, donc dernier jour de mercato en MLS, un milieu pour accompagner, je l'espère, Sean Longstaff. Du côté de Vancouver hier, donc Kubas, Gold et Albouni étaient en salle de sport. Donc Kubas, c'est intéressant, ça veut dire que on pourrait éventuellement revenir rapidement parce que pour moi c'est vraiment la pierre angulaire de cette équipe. On l'a vu, hein, la semaine dernière ils n'ont pas été là. Il n'a pas été là et ça a été très compliqué la semaine pour Vancouver. Et la bonne nouvelle c'est que Veselinovic et Adek Koubé qui reviennent de grosses blessures étaient de retour à l'entraînement. Et ça c'est deux beaux renforts en défense pour Vancouver. Du côté de Saint-Louis hier, donc Toykert et Loven étaient absents. Ostrak Pierce était présent de manière limitée sans contact. Du côté de Chicago, Zinkernagel a dû céder sa place le week-end dernier sur un choc à la tête assez rapidement. Il n'y a pas eu de nouvelles. Je pense qu'on peut avoir un Zinkernagel qui est soumis au protocole commotion, donc à voir combien de temps ça dure. D'ailleurs, à propos de ce match-là, ouais, Philadelphie, c'est un scandale les fautes qu'ils ont fait. Le petit Cavan Sullivan, pour moi, aurait mérité un jaune orangé sur son énorme attentat. Pour moi, c'est un attentat, le coup de coude qu'il va mettre à Mbokazi. Le gamin aurait mérité de prendre un petit carton rouge, voilà, pour lui dire redescends et calme-toi. Tu n'es pas encore une starlette de MLS ou quoi que ce soit. Et enfin, ça vient d'être officialisé, c'est Cozy Thompson qui signe aux Rapids. Tout comme Loïc Williams, mais lui, Loïc Williams, le défenseur qui était à Grenade, rejoindra le club cet été. Eh bien écoutez, voilà un peu pour le podcast de cette semaine. Semaine prochaine, on se retrouvera peut-être ou non. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux, sur X, pour savoir si je fais un podcast ou non, puisque écoutez, il n'y a pas énormément d'actualité en général pendant les trêves internationales. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve pour la prochaine journée de MLS. Donc je vous dis à très bientôt sur MLS Time. Encore merci à tous ceux qui partagent, qui notent et qui s'abonnent au podcast, c'est hyper important. Et bien à très vite et je vous souhaite de passer une belle trêve internationale. On aura des matchs aux États-Unis, donc peut-être à des horaires de MLS. En tout cas, voilà, on aura un bout de MLS pendant cette trêve internationale. Allez, à bientôt.